Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? La première fois que j'ai découvert son univers, c'était sur les réseaux sociaux. Ce monde parallèle où la vie de ceux que l'on regarde nous paraît si proche et en même temps tellement loin. Tellement loin que je me suis désabonnée de son compte. Et comme s'il était important que je regarde sa vérité avec un regard différent, plusieurs fois son compte Instagram m'a été proposé. Alors un jour, j'ai pris le temps de me poser, de regarder et surtout de véritablement écouter. Écouter cette femme qui, avec une immense humilité, parlait de sa douleur. Et puis j'ai compris que son contenu était important et d'une grande utilité. Il était utile parce qu'elle aidait à travers son parcours de nombreuses femmes à mettre des mots sur cette douleur, la dépression. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Loane qui nous parlera de sa dépression et de la façon dont elle s'en est sortie. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia, Brown Sugar and Touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des gens qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de penser, de consommer, mais surtout changent les choses. N'hésite pas à t'abonner, commenter, noter et partager ce podcast pour m'aider à mieux le faire découvrir. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour Loane. Bonjour. Merci d'être avec moi pour cette pause café. Tu n'es pas toute seule, je suis avec ton petit bout de chou. Oui, bon, je me suis un peu isolée parce que du coup, il va faire du bruit. Donc, d'accord, il voilà. n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais poser une question que je pose à tous mes invités pour les mettre un peu dans l'ambiance. Première question que je pose. Donc, tu es plutôt thé ou café? Ah, moi, le thé, c'est toute ma vie, c'est important. Alors, je dirais thé, mais au-dessus, quoi. C'est même pas... Ok, donc ce sera une pause thé, ça me va. Voilà. Pause thé. Alors, pour mieux comprendre ton évolution, on va un petit peu remonter le temps. Tu étais quel genre d'enfant? Alors, j'ai été une enfant très dynamique. J'étais très souvent avec mon père, plus rarement avec ma mère. Donc, j'étais un peu garçon manqué, mais aussi tout autant féminine. Mais j'étais énormément avec mon père. J'ai eu énormément d'affection durant mon enfance. Je n'ai manqué de rien, en fait. Ouais. Mais j'ai pas eu une grosse complicité, par contre, avec ma sœur. Ouais. Du coup, donc j'étais vraiment beaucoup entourée de mes parents, de ma sœur aussi, mais après on a 6 ans d'écart, donc il faut savoir que ça fait beaucoup. Ouais, surtout et voilà. Et voilà, j'étais une enfant très dynamique, très curieuse, timide par contre quand je ne connaissais pas les gens. Et voilà. Et comment s'est passée ton adolescence et ton passage à l'âge adulte? Alors, il s'est plutôt bien passé, du coup. Sauf quand j'ai commencé à rentrer au lycée, c'est là où tout change pour moi, c'est là où tu fais de nouvelles rencontres, sachant que moi en plus j'habitais, on va dire, dans une campagne, je suis allée dans un lycée dans la ville, enfin campagne, c'est pas campagne, mais bon, voilà, et du coup, c'est là où tous les changements se sont opérés, les rencontres, d'autres plus bonnes que d'autres. Et sinon, j'ai pas eu de difficultés particulières durant mon adolescence. J'ai bien travaillé à l'école. Après, j'ai fait mes choix. Personnellement, j'ai préféré travailler plutôt que continuer les études. Ouais. Mais voilà, j'ai eu une adolescence très bien. Ok. Alors, pour toi, quelle définition donnerais-tu de la dépression? Alors, la dépression, en définition, la mienne, je dirais que c'est quelque chose qui te bouffe à l'intérieur, qui va te faire sortir tout ce que tu as à sortir en fait de plus profond de tes tripes, c'est-à-dire qui va te faire voir tes plus grands ennemis qui sont souvent toi-même, donc du coup tu vas devoir te battre contre eux, ceux que tu veux éviter dans la vie de tous les jours, tu n'auras pas le choix, tu devras te battre contre eux. Pour moi, c'est une maladie qui te détruit petit à petit. C'est une maladie qui est peut-être là depuis très longtemps, mais qui un jour va se dévoiler en fait, et ce jour-là, ça va faire très mal. C'est une maladie qui peut tout te prendre.
tout en même temps, c'est-à-dire que ça soit ton entourage, parce que du coup tu découvres la solitude, que ça soit au niveau physique, parce que du coup tu as des douleurs physiques, que ça soit social, parce que comme je le disais, tu vas devenir solitaire, donc voilà. C'est vraiment quelque chose, une maladie qui pour moi détruit autant physiquement que moralement, voilà. Ok. Quels sont tes premiers souvenirs face à cette maladie? Comment tu décrirais les premiers symptômes de cette maladie que tu as eu, toi? Alors, les premiers symptômes, c'est ne plus dormir la nuit. Je suis une personne qui dort extrêmement bien la nuit et quand j'ai commencé à avoir des insomnies, etc., j'ai compris que quelque chose n'allait pas parce que c'est pas dans mon habitude en fait. Ouais. De réfléchir sans cesse, penser sans cesse, se réveiller, réfléchir, avoir des maux de tête tout le temps, ne plus manger. Je suis une grande mangeuse, donc quand j'ai vu que l'appétit n'était plus là aussi, ça m'a paru bizarre en fait. Avoir des idées noires, c'est-à-dire penser au suicide, etc. C'est des choses que avant, maintenant c'est revenu, mais pour moi la vie fallait en profiter en fait. Ouais. Je sortais tout le temps, je m'amusais tout le temps, etc. Et là, j'avais plus envie de rien. Donc c'est là où j'ai commencé à me dire que il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je ne savais pas que j'étais malade encore. D'accord. Est-ce que ces symptômes ont mis du temps à s'installer ou est-ce que c'est quelque chose que tu as réalisé du jour au lendemain sur une courte période? Non. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Je pense que c'était là depuis très longtemps. J'ai voulu y faire face seule parce que déjà j'habitais seule et c'est quand je suis retournée chez mes parents que eux ont vu que quelque chose ne fonctionnait pas comme d'habitude. Ils n'ont pas reconnu leur fille sur certains aspects, etc. Et c'est là où aussi moi je me suis penchée sur le sujet et je me suis dit que quelque chose n'allait pas. Mais c'est pas du jour au lendemain. C'est pas sur une courte période en fait. À quel moment tu as réussi à mettre le mot dépression sur ce que tu vivais, puisque tu nous as dit qu'au début, tu ne savais pas que c'était ça. À quel moment tu as compris que c'était ça? Alors, je l'ai pas compris. C'est pas, je me le suis pas dit à moi-même. En fait, j'ai été voir un médecin. J'ai demandé de l'aide à mes parents parce que je me souviendrai toujours. J'étais assise sur mon lit un soir et mes parents étaient en haut en fait. Et je me suis dit, en fait, je me suis vue partir. J'ai eu un flash et j'ai dit, c'est pas possible en fait. Ma vie, elle peut pas s'arrêter là. Donc c'est pas possible. Il faut que tu demandes de l'aide. Donc je suis allée voir mes parents. Et je leur ai dit, là, j'ai besoin d'aide. Bien sûr, je me suis écroulée par terre, j'ai pleuré. J'ai dit, là, j'ai besoin d'aide parce qu'il y a un truc chez moi qui va pas. Il y a un truc qui tourne pas rond. C'est pas moi, en fait. C'est comme si tu avais deux personnes et que du jour au lendemain, tu te transformais en la personne que tu n'as jamais voulu être, en fait. Ouais. Et ça, c'est tellement dur que... Et donc, du coup, je suis allée voir le médecin, le psychiatre, etc. Alors, au début, c'était mon médecin traitant qui m'a conseillé quand même d'aller voir un psychiatre, etc. Et de là, il m'a dit mot pour mot, vous êtes en dépression et c'est pas une petite dépression, c'est une dépression sévère. Donc, il va falloir la prendre en main tout de suite, en fait. Mais donc, ça faisait combien de temps que tu étais malade ? Alors, il m'a dit que ça faisait un certain temps quand même. Il m'a dit que ça pouvait faire 1 ou 2 ans, même plus, mais que... Ouais. Voilà, que je souffrais, mais que je voulais pas voir ma souffrance. D'accord. C'est-à-dire que je la cachais, que je vivais comme si tout allait bien, mais n'empêche que je pleurais quand même souvent, que je dormais moins bien. Et en fait, je faisais semblant. Ma vie, c'était du semblant, en fait. J'étais pas moi. Est-ce que tu essayais de trouver des excuses, par exemple, au fait que tu pleures, au fait que tu ne dormes pas? Est-ce que tu essayais de te dire non, mais ça doit être ça, pour essayer de mettre des mots sur ce que tu vivais? Ou est-ce que même pas? Oui, bien sûr. Si, parce que je me disais toujours, si tu pleures, c'est parce que soit tu es un petit peu sensible, donc ça va passer. Ouais. Si tu dors pas, c'est parce que Anne, faut que soit tu dors trop tard, ou soit il faut que tu arrives à prendre un rythme. Si tu manges pas, ben c'est que ça va passer. Pour moi, c'était pas possible en fait. Pour moi, le mot dépression, c'était pas ça. C'était parce que déjà dans ma culture, enfin, je suis métisse, donc du coup, j'ai une culture guadeloupéenne, enfin une culture qui est plutôt du milieu afro et une culture métropolitaine. Et du coup, c'est pas du tout les mêmes pratiques. C'est-à-dire que ma mère va être plutôt dans le sens où il faut prier, etc., et que tout va partir. Et donc, j'ai été dans un sens éduquée comme ça.
Ouais. Même si j'avais quand même le rappel de mon père qui me disait que une maladie reste une maladie. Si elle est là, c'est qu'elle doit être soignée. Il n'y a pas d'autre solution, en fait. Mais pour moi, j'étais tellement forte, tu sais, que c'était impossible, en fait, pour moi. C'était pas possible. Ça ne pourrait pas être ça. Est-ce Ouais, que mais est-ce qu'à un moment, tu as quand même émis cette possibilité en te disant non, ça c'est pour les autres. Tu sais, le simple fait d'y penser, te dire non, ça c'est, même si tu te dis que tu l'as pas, le simple fait d'y penser, de dire non, ça c'est les autres, c'est pas moi. Ou même pas, en fait, tu n'y as jamais pensé parce que pour toi c'était impossible. J'y ai pas pensé. Je me suis dit que je traverse une petite déprime et que ça va passer, mais je me suis pas dit que je ne me suis pas dit que j'allais passer des années à être en dépression et prendre des médicaments. C'était pas possible pour moi. Parce que j'étais forte, en fait. J'étais forte et je me suis dit que, alors je vais dire le mot, je veux pas que ça heurte des personnes, mais c'est la vérité. Je me suis dit que être en dépression, c'est être faible. Ouais. C'est la première chose que je me suis dit, en fait, alors que c'est pas ça du tout. Et quand ton médecin, quand le psychiatre te dit que tu es en dépression sévère, il se passe quoi dans ta tête? Et ben là, alors je me suis écroulée. Je me suis dit, mais comment je vais faire, en fait? Parce que je connaissais la maladie, parce qu'on l'avait vécu, on a vécu un décès dans la famille, etc. Donc je connaissais un peu la maladie, mais quand ça t'attrape toi, c'est différent, en fait. Parce que je me dis, comment va être ma vie? Comment je vais faire? Je sais pas. Parce qu'il m'avait décrit quand même que là, c'était les débuts des symptômes, mais ça pouvait se dégrader si je me prenais pas en main. Donc j'avais le choix de laisser la maladie s'emparer de moi et me détruire totalement, ou me prendre en main. Donc du coup, il m'a proposé de faire un séjour en clinique pendant 1 mois. Ouais. Alors là, dans ma tête, ça fait. J'ai réfléchi. Je lui ai quand même demandé 1 semaine de réflexion parce qu'il fallait que je pèse le pour le contre. Parce que rentrer dans une clinique de repos, c'est se dire qu'on est vraiment malade. Ouais. C'est se dire qu'on va avoir un traitement, qu'on va être entouré de personnes qui nous ressemblent. Donc ça va être compliqué à gérer. Pour moi, je voulais assumer ce que tu étais et tu n'étais pas prête. C'est ça. J'étais pas prête parce que je voulais continuer à avoir ma vie. Je voulais continuer à faire semblant peut-être, mais voilà. En fait, je voulais pas accepter au début que j'étais malade. C'était pas possible. Pour toi, tu disais, la femme forte que je suis va gérer. Et maintenant, je sais peut-être que je vais gérer. Tout à fait. J'ai essayé. J'ai essayé pendant 1 semaine de me reprendre en main. Alors 1 semaine, c'est court, mais vu qu'ils m'ont laissé qu'1 semaine de délai, mais j'ai pas réussi. C'était pas possible en fait. Donc j'y suis allée. J'ai beaucoup pleuré parce que quand tu arrives là-bas, bien sûr, tu es seule. Ouais. Tu rencontres les médecins qui t'expliquent comment ça va se passer. Et après, tu comprends que c'est pour toi, en fait. Donc, plus ça passait. Et en fait, quand on te dit 1 mois, c'est vachement long. 1 mois, c'est... Et du coup, non, en fait, tu apprends à te connaître et tu es seule. Tu n'as plus personne qui te parasite en te disant « Oui, mais de toute façon, tu n'es pas malade. Oui, mais de toute façon, ça va partir tout seul, etc. » Tu n'as plus ça. Tu es là en face de toi et toi. Donc, et les médecins qui connaissent leur boulot et voilà. Ça se passe comment quand on est dans un centre de repos? Une journée type dans un centre de repos quand on est malade, c'est quoi? Alors, une journée type, alors tu vas te lever, soit tu peux avoir ton petit déjeuner dans ta chambre, ou sinon tu descends, en fait. Tu descends au restaurant. Tu es entouré de personnes qui... Alors moi, c'est une clinique qui était que basée sur les troubles... par exemple, les troubles mentaux, tout ce qui est bipolarité, tout ce qui est dépression due à l'alcool, etc. Voilà, c'était que basé sur ça. Il faut bien faire la différence entre une clinique et un hôpital psychiatrique. C'est pas du tout la même chose. Je tiens à le préciser parce que c'est pas du tout la même chose. Voilà. Une clinique, donc du coup, tu as ta chambre individuelle. Si tu peux, parce que ça reste payant, une chambre individuelle. Donc sinon, tu es en chambre à 2. Tu vois ton médecin le matin, donc ton psychiatre, là-bas c'est des psychiatres qui te programment ta journée, c'est-à-dire une séance avec un psychologue, des activités extérieures, des activités genre scrapbooking, tu sais, pour la créativité, du sport, et ensuite tu as droit à ta visite familiale. Et après tu vas manger et puis tu peux faire des jeux de société le soir avant de dormir. C'est vraiment quelque chose d'assez cool, en fait. Tu te reposes.
Ouais. Tu profites, tu prends le temps pour découvrir de nouvelles choses, de nouvelles activités. Moi, scrapbooking, j'avais jamais fait ça de ma vie. Et du coup, après, j'ai fait des assiettes, j'ai fait des tableaux, des trucs pour ma nièce, etc. Voilà, j'ai fait du sport parce que c'est vrai que quand tu es en dépression, tu arrêtes tout, tu n'as plus plaisir, tu ne fais plus rien. Et en fait, dans cette clinique, tu reprends goût à faire des choses pour que quand tu ressortes, tu puisses continuer à faire ces choses ou autre chose qui te donne envie, tu vois. De continuer. C'est vraiment... Vas-y. Ouais. Non, vas-y. Est-ce que dans cette clinique, alors tu avais des séances avec les psychiatres, c'est ça? Oui. Est-ce que c'est facile quand on sait qu'on est malade? Est-ce que c'est plus facile de parler à un psychiatre ou au contraire, ça reste quelque chose de très compliqué de se confier? Non, en fait, je pense que si on veut soigner, il faut comprendre qu'il va falloir parler. Alors après, il faut le bon feeling aussi, parce qu'il y a certains... Je sais que moi, j'ai eu beaucoup de psychologues, il y en a certains, c'est pas passé. Ouais. Tu vois, donc j'ai pas pu continuer. Mais il faut savoir que pour se soigner, il va falloir parler. Et moi, ça, je le savais. Je savais que si je ne parlais pas, j'allais pas m'en sortir, en fait. Donc, j'ai pris sur moi, j'ai parlé, je me suis confiée, et puis j'ai vu qu'en fait, ça m'aidait moi, en fait. Même si la personne en face de toi, de toute façon, tu réalises qu'elle te parle pas beaucoup, elle te donne pas beaucoup de conseils, mais elle t'écoute. Et ça, c'est très important parce que généralement, on se confie, par exemple, à ses copines ou autres, mais les personnes, elles nous écoutent pas. Parce qu'après qu'on ait parlé, eh ben, c'est fini. Ouais. Là, il faut quelqu'un qui t'écoute vraiment. C'est ça. Est-ce que quand tu es partie de cette clinique, il y a eu un véritable changement par rapport à ton arrivée? Quand je dis véritable, quelque chose de probant où tu t'es dit, ouais, j'ai bien fait d'y aller, ou est-ce que c'était pas encore ça, mais qu'il y avait une petite évolution? Non, j'ai complètement changé. En fait, dès que je suis sortie le 7 avril, non, le 7 mai, oui, juste avant mon anniversaire, j'avais demandé de sortir. Et j'étais complètement changée sur différents aspects de ma vie. C'est-à-dire que même au niveau professionnel, alors c'est vrai que pendant la dépression, j'avais arrêté toute activité, j'étais au chômage du coup. Et là, je voulais reprendre un travail, alors qu'il était peut-être un peu trop tôt, mais je voulais m'occuper du coup. Et après la clinique, tu as toujours un petit suivi. Donc j'allais encore voir mon psychiatre qui était dans la clinique. Et du coup, je lui ai dit qu'il faut que je trouve une activité. Et c'est de là où j'ai commencé YouTube, Instagram, etc. Mais j'avais vraiment changé. Et même pour mon entourage, j'étais plus la même personne, en fait. J'étais positive, je savais que j'étais malade, mais que je voulais m'en sortir, en fait. T'avais quand même peur de rentrer chez toi toute seule? Du coup, j'étais pas chez moi toute seule. D'accord. J'étais avec mes parents. Ok. C'est ça qui m'a aidée aussi. Peur ou pas? J'ai eu peur des rechutes que j'aurais pu faire. Donc, chez mes parents, j'en ai pas fait. C'est quand j'ai pris mon appartement avec mon fiancé que j'ai commencé à en faire. Donc, c'était plus délicat. Mais sinon, j'avais pas peur parce que je savais que j'avais mon traitement et que si je le prenais correctement, il m'arriverait rien. Tu m'as dit tout à l'heure que tes parents avaient décelé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je suppose que ils te connaissent depuis que tu es née, donc forcément, c'est peut-être plus facile de voir que quelque chose ne va pas. Avec ton chéri, avec ton fiancé, est-ce que lui a décelé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas quand tu as rechuté ou pas du tout? Ou est-ce qu'il n'a pas remarqué? Ah oui, si, il a vu tout de suite. Il m'a dit là, Anne, ça va pas. Il m'a vu négatif tout le temps. Il m'a vu arrêter mes médicaments parce que je voulais absolument les arrêter. Il m'a prévenu que c'était peut-être pas la bonne chose parce que j'ai arrêté d'un coup, en fait. Du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Tu te pensais prête? Oui, je me pensais prête et je me suis dit, ça y est, je vais mieux, j'arrête tout. Ouais. Sauf que les antidépresseurs, il faut arrêter petit à petit, le temps de reprendre ta vie, retrouver goût, etc. Et ensuite arrêter. Sauf que moi, j'ai arrêté du jour au lendemain. Et la rechute, elle a été phénoménale, quoi. Je me suis retrouvée par terre. Je pense que c'est la pire chose qui m'est arrivée dans la dépression. Alors, j'ai eu mal, hein, mais la rechute, là, c'est... Et lui, il l'a vu parce qu'il m'a vu me dégrader, ne plus dormir, réfléchir, pleurer tout le temps, etc. Après, c'est des signes qu'on voit, en fait. Comment lui, il a géré ça?
Parce que, tu sais, quand on côtoie quelqu'un de malade, alors oui, forcément, c'est la personne malade qui, on va dire, entre guillemets, qui est mise en avant, parce que c'est elle qui souffre. Mais je pense que l'entourage aussi, les gens qui t'aiment, souffrent aussi. Et comment Ah il oui, a oui. géré la chose? Comment il a réussi à t'aider à vivre ça? Eh ben, je pense qu'il faudrait lui demander un jour, mais je pense que je sais pas. Des fois, je me demande comment il a géré ça parce que beaucoup déjà seraient partis parce que Tu c'est penses? tellement dur à vivre parce que je pense que beaucoup seraient partis parce que tu vois la personne. En fait, j'étais pas focalisée sur mon couple, mais sur moi et ma maladie. Donc, je l'ai mis beaucoup de côté en fait, et énormément, et il s'est accroché. C'est-à-dire que des moments, pour moi, il n'était pas là. C'était ma maladie et moi. J'étais en couple avec. C'est triste à dire, hein, mais j'étais en couple avec ma maladie. Moi, il fallait que je me soigne avant de pouvoir entamer autre chose. Mais ça, je lui avais dit avant qu'on se mette en couple. Il savait que j'étais malade. Je lui avais dit parce que j'en avais pas encore parlé sur les réseaux. Donc je lui avais dit, par contre, je suis sous traitement, je suis en dépression, etc. Mais lui avait déjà vécu ça, donc il savait ce que, enfin pas lui personnellement, dans son entourage, donc Ouais. il savait ce que c'était et il s'était lancé un défi de m'aider. Il m'a dit, de toute façon, si je suis là aujourd'hui, c'est que je veux t'aider et que je resterai à tes côtés jusqu'à ce que tu ailles mieux. Est-ce que c'est Il l'a fait. difficile? Est-ce que c'est difficile de se dire, l'homme que j'aime va me voir au plus bas? Comment dans ta tête t'arrives à gérer ça? Parce que tu sais, alors aujourd'hui, voilà, ça fait quelques années que je suis avec mon chéri, donc on a passé un Oui, certain cap. Mais même quand je vais pas bien, j'ai pas forcément envie, tu vois, qu'il le voit ou, tu vois, j'ai appris une mauvaise nouvelle il y a quelques mois et j'ai oui. pleuré dans mon coin parce que j'avais pas envie qu'il me voie, même si je sais qu'il va me soutenir. Comment toi t'as réussi à te dire, il faut que j'arrive à lui faire confiance et que, ok, il va me voir au plus bas, mais je sais qu'il m'aime et il faut vivre avec ça. Comment tu arrives à gérer ça? Ben, en fait, je me dis que s'il me voit pas au plus bas, c'est qu'on n'a rien à faire ensemble. C'est vrai. C'est vrai. C'est que, tu vois, il est obligé de voir toutes les parties de moi, que j'aille bien ou que j'aille mal, en fait, comme moi pour lui. C'est-à-dire que j'ai besoin de savoir si demain je tombe ou que j'ai une grave maladie ou que voilà, bref, quelque chose qui va me rendre mal, que je serai alitée, j'ai besoin qu'il soit à mes côtés. Donc j'ai besoin de le savoir. C'est clair, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est pas évident à se le Non, dire. mais c'est vrai que c'est pas évident. Mais moi, après, j'ai été aidée par le psychologue qui m'a fait comprendre qu'il fallait que de toute façon, je me dévoile. Je pouvais pas rester comme ça. On vit ensemble, donc il faut que j'apprenne à lui parler. Parce que si je lui parle pas à lui, je parlerai à personne en fait. C'est clair. Parce que lui me voit tous les jours. Ouais. Mais tu vois, c'est important, je pense, de le dire aux personnes qui nous écoutent parce que, alors, vous viviez ensemble, mais peut-être quelqu'un qui est en couple avec, dans une relation récente et qui Oui. ne vit pas avec l'autre, a peut-être tendance à se dire non, je veux surtout pas qu'il voit cet aspect de moi parce que j'ai pas envie de tout gâcher, alors qu'au contraire, comme tu dis, ben, tu seras fixé et tu sauras si il sera avec toi, ben, quand ça n'ira pas vraiment, et c'est important de le savoir dès le départ. Et le problème, c'est que si on le dit pas, ça va créer des tensions parce que la personne, elle va pas comprendre, en fait. C'est ça. Elle va pas comprendre les réactions, elle va pas comprendre pourquoi des fois on doit rester dans notre coin. J'ai beaucoup, moi, des moments d'isolement, encore aujourd'hui, où je suis dans mon coin. Et ça, maintenant, il le comprend. Au début, il le comprenait pas parce que je lui en avais pas parlé. Et ça, une personne, si tu lui expliques pas, elle va pas comprendre. Donc, ça va créer des tensions, en fait. C'est ça qui crée des tensions. Et que la personne en face, elle comprend pas nos comportements parce qu'elle ne vit pas ce qu'on vit. Pendant combien de temps tu as pris des médicaments? J'en ai pris pendant 4 ans et demi. Tous les jours? Tous les jours, oui. Et alors, tu sais, je te pose des questions comme ça parce que c'est quelque chose que je ne connais pas. Mais tout à fait. Comment tu mets en place un truc où tu te dis tous les jours, il va falloir que je prenne mes médicaments, sinon ça va pas le faire. Moi, ne serait-ce que la pilule, ça me saoulait. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, alors, tu sais que tu es malade, mais des fois, ton corps a juste plus envie. Comment tu te dis non, il faut tous les jours que je prenne mes médicaments? Parce que j'avais envie de guérir. Il fallait. C'est tout. Ouais, il fallait que En fait, c'est comme tout. Quand tu veux quelque chose, tu vas aller jusqu'au bout pour le faire. Et je pense que le départ de tout ça, c'est le mental.
C'est-à-dire qu'il faut se créer un mental. Alors, c'est dur quand tu es en dépression. C'est pour ça que je dis aux filles, il faut pas tout demander tout de suite. Tu peux pas guérir du jour au lendemain parce qu'il va falloir se créer un mental d'acier pour que plus rien ne nous touche. Donc ça, c'est compliqué. Moi, j'avais décidé de me débarrasser de ça et de vaincre cette maladie, d'en sortir vainqueur. Donc c'était pour moi, c'est devenu une routine en fait, prendre les médicaments. Je ne faisais même plus attention, tu vois. Mais tu vois, c'est intéressant parce que on parle de ta maladie que tu as eue pendant des années, et au début, tu nous parles justement de cette femme forte que tu étais et qui pour toi allait gérer le truc. Mais tu vois, alors dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que en fait cette femme forte, elle est jamais partie. Elle a toujours été là. Alors peut-être en sommeil parce que voilà, la maladie à un moment a pris le pas, mais en quelque part elle était toujours là. Et c'est justement cette femme forte qui à un moment a su reprendre le cap, et par exemple en se disant non, je vais guérir, donc mes médicaments c'est tous les jours. Faut que j'en parle à mon chéri. Voilà, il faut que je réussisse un machin. Mais tu vois, j'ai l'impression que cette femme là, elle était toujours là en fait. Oui, et comme beaucoup de personnes, sauf que vu qu'elle disparaît pendant le temps où la maladie s'installe, elle pense que du coup, elles n'ont plus de force, alors que c'est faux. La force que vous avez eue ou que vous avez, parce qu'on est toutes fortes moi, je pense qu'on a toute une force intérieure qu'on pense ne pas avoir, et ben elle est là, sauf qu'il va falloir aller la chercher pour qu'elle vous aide, en fait. C'est ça le truc. Et tu vois, je pense que ça vaut vraiment que les gens qui nous écoutent et qui sont en dépression entendent ce que tu viens de dire, que la force est toujours là, qu'elle est en sommeil, mais qu'elle est toujours là. Et des fois, on a l'impression que non, je vais pas y arriver, je peux pas. J'ai l'impression de plus avoir la force, mais au contraire, elle est là. Faut peut-être une lumière, faut un truc, mais elle est là en fait. C'est ça. Comment t'as trouvé la force pour te relever? Comment t'as réussi à guérir, tout simplement? Alors, je me suis créé une routine avec ma psychologue. Alors, j'ai fait une psychothérapie cognitive et comportementale, c'est-à-dire qu'elle a étudié toutes mes pensées, elle a étudié tous mes comportements par rapport à ces pensées. Et du coup, autour de ça, je me suis créé une routine. Donc, j'ai dû enlever et me séparer de beaucoup de personnes qui ne m'apportait plus forcément de bonnes choses, qui m'a fait énormément mal, mais j'ai dû le faire parce que j'étais plus... En fait, la dépression, elle m'a complètement changée. J'étais plus la même qu'avant. C'est la vérité, je ne serais plus du tout la même qu'avant. Et j'ai dû, pour ma paix intérieure et ma paix tout court, me séparer de personnes. Et c'est ce que je dis, ça va être la première chose à faire. Parce que généralement, quand on est en dépression, on s'accroche à des choses qui nous font mal. Et c'est pas bon. Donc voilà, je me suis créé une routine, c'est-à-dire que je me suis forcée à trouver un travail qui soit à mi-temps, parce que du coup, j'avais mes médicaments, donc il fallait pas non plus que je prenne trop de risques, parce que c'est quand même des médicaments qui sont forts, etc. Mais je me suis forcée à créer une routine, c'est-à-dire à aller travailler, à sortir parfois, à aller au restaurant, à voir des copines. Et du coup, à force, j'ai repris ma vie, en fait. Et j'ai pas laissé la dépression s'installer. Sauf que j'ai appris quand même à gérer mes rechutes parce que j'en ai encore. C'est comme je dis, je suis guérie, mais demain, je ne sais pas comment, s'il m'arrive un truc, comment je vais réagir. J'ai aussi parfois des moments où je suis dans un bad mood, mais laisse tomber. Mais j'apprends à les gérer. C'est des choses qui s'apprennent, en fait. Ouais. Mais faut être et ça s'apprend pas tout seul. Ouais, voilà, ça s'apprend pas tout seul. Faut être accompagné. On peut pas inventer une guérison comme ça. C'est pas possible. Pour moi, si on guérit, si on va mieux pendant une période, ça veut pas dire que la maladie elle est partie. C'est qu'on va mieux, mais par contre, s'il arrive quelque chose, on peut retomber 2 fois plus bas. Ouais, faut le garder. Moi, je voulais vraiment guérir, mais vraiment guérir, parce que je voulais un enfant et que je ne voulais pas me retrouver en dépression avec un enfant. Je ne savais pas comment j'allais gérer la chose, en fait. Donc, il fallait que je guérisse avant d'avoir un enfant. Mais guérisse totalement. Ouais, je comprends. Tu nous as dit que la première chose que tu as faite, c'était de te séparer de personnes qui ne t'apportaient plus rien, ou en tout cas qui étaient nocives pour toi. Je me mets à la place de quelqu'un qui est justement dans ce processus de guérison et qui sait que, voilà, il y a des personnes dans ma vie proches qui ne me font pas du bien. Si ce sont des gens très très proches,
par exemple, quelqu'un de la famille ou des meilleurs amis, des choses comme ça, comment on fait pour leur dire stop? Alors, ouais, mais ça se fera tout seul, hein, parce que généralement, il y aura beaucoup d'embrouilles qui se seront produits, parce que du coup, tu ne seras plus la même personne, donc du coup, elle ne te reconnaîtra pas, et toi, tu attendras des choses de cette personne qui ne seront pas là, donc ça va créer beaucoup, beaucoup d'embrouilles, et du coup, ça se fera tout seul. Et au bout d'un moment, tu te diras que de toute façon, la relation que tu as eue avec cette personne, elle ne sera plus jamais la même. Donc, ça sert à quoi que tu te battes pour avoir une relation qui ne te convient pas à l'heure actuelle? Je pense que c'est un peu... Dis-moi. Oui, qui ne te fera pas évoluer, mais qui te fera régresser. Donc, ça ne sert à rien, en fait. Je sais que c'est dur, hein, parce que moi, c'était des personnes très, très proches, hein, mais très, très proches. Et jusqu'à aujourd'hui encore, j'en souffre. Mais il faut le faire. Est-ce que tu penses qu'il faut vraiment réussir, même si, par exemple, c'est un parent, mais que tu sais que cette personne te fait vraiment du mal, que justement, s'il y a toutes ces prises de tête et que la personne ne comprend pas la personne que tu es devenue, qu'il faut pas insister à vouloir recoller les morceaux, parce que tu sais, des fois, on se dit comme c'est un parent, on va quand même tenter de recoller à chaque fois les morceaux. Tu penses que non, il faut y aller? Si, parce que moi, j'ai été comme ça. Après, si c'est quelqu'un de vraiment proche, il faut alors que cette personne soit ouverte au dialogue et veuille, par exemple, t'accompagner en séance de psy pour comprendre tes réactions et comprendre ta maladie. D'accord. Tu vois, pour qu'il puisse avoir un dialogue autour de ça et qu'il n'y ait plus de conflit, en fait, que la personne comprenne que tu as changé, qu'il y a des choses qu'elle va devoir faire qui seront différentes, parce que faut que la personne s'intéresse. Généralement, ce qui crée des conflits, c'est que la personne pense que tu es toujours la même qu'avant, alors que tu ne seras plus la même qu'avant. C'est fini, ça. Mais tu vois, c'est intéressant parce que c'est vrai que j'avais pas du tout pensé au fait que une personne puisse t'accompagner à une séance, alors que oui, par exemple, mon fiancé et moi, on a fait beaucoup de séances ensemble pour comprendre, pour qu'ils comprennent. Ouais, mais c'est vrai que ça peut être super intéressant parce que, alors oui, toi, tu vas expliquer avec tes mots ce que tu ressens, ce que tu vis, mais c'est vrai que peut-être un professionnel aura une autre approche et ça va peut-être permettre d'avoir un autre angle de vue. Et puis en plus, le fait de pouvoir parler avec quelqu'un, comme tu disais tout à l'heure, dont c'est le métier qui a les clés pour désamorcer plein de choses, c'est peut-être aussi un exercice plus facile pour quelqu'un qui ne comprend pas la maladie. Tout à fait, oui. Je pense que c'est utile. C'est au moins à faire une fois. Si ça marche pas, ça marche pas, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont pas du tout réceptives et très fermées. Mais il faut au moins essayer. Au moins, on aura essayé. Voilà. Tu parles, moi je t'ai découverte sur les réseaux sociaux et je sais pas si tu te rappelles, je t'avais envoyé un message. Oui, je me rappelle. Ouais, et c'est vrai que au début, quand je t'ai découverte, alors je le dis dans l'intro, quand je t'ai découverte sur les réseaux sociaux, c'était Instagram. Alors moi, ce que j'ai aimé d'abord, alors vous la voyez pas, mais elle est magnifique, donc vous verrez sa photo sur Instagram. Elle est vraiment magnifique. Et c'est vrai que je te trouvais lumineuse. Donc, je me suis abonnée. Et après, en te suivant, j'ai vu que tu parlais forcément beaucoup de dépression. Et au début, je me suis dit, non, mais vas-y, ça me plombe mon truc. J'ai pas envie et je me suis désabonnée. Et il y a les comptes qu'on te propose dans Explorer, là, et ton compte revenait régulièrement. Et je me rappelle que j'ai regardé tes posts, j'en ai regardé plusieurs. Et je sais pas, c'est comme si, avec une deuxième fois, je redécouvrais en fait ton contenu, mais d'une façon différente. Et en fait, où la première fois, je voyais que de la noirceur, là, en prenant le temps, j'étais vraiment posée, en prenant le temps, j'ai compris que, non, en fait. Au contraire, la noirceur que j'avais vue la première fois, c'était totalement l'inverse. Au contraire, tu mettais en lumière cette maladie et tu faisais jaillir de la lumière sur toutes ces femmes et ces hommes aussi, parce qu'il y a des hommes qui te suivent, il y a des hommes malades, mais qui ne savent pas comment faire. Et c'est vrai que l'avantage, alors il y a des inconvénients sur les réseaux sociaux, mais il y a quand même énormément d'avantages et ça, faut aussi en parler. Et c'est vrai que l'avantage des réseaux sociaux, c'est que on se sent beaucoup plus proche des gens que l'on suit, et c'est peut-être dans un premier temps plus facile de suivre une femme qui nous ressemble ou un homme qui nous ressemble que d'aller voir un médecin. Alors, je dis pas qu'il faut pas aller voir le médecin, mais je me dis, ce que tu fais, c'est peut-être dire à une femme ou un homme, je suis passé par là.
et je te ressemble. Donc, te dis pas que ce n'est que toi qui vis ce genre de choses. Non, non, regarde, moi, je suis comme toi et j'ai guéri. Et en fait, j'ai trouvé ton message tellement important que je me suis réabonnée. Je me suis réabonnée. Mais voilà, donc ça, c'était vraiment pour contextualiser comment je t'ai suivi sur les réseaux sociaux. Comment tu as décidé de parler de ta maladie sur ton feed Instagram? Alors, de base, c'était surtout pour moi, parce qu'il fallait que j'extériorise tout ce que je ressentais. Et du coup, je me suis lancée un jour, j'ai commencé sur YouTube et je me suis dit, Anne, de toute façon, il va falloir que tu t'affrontes. Et la seule chose qui me permettait de m'affronter et me regarder en face, c'était de me filmer et de m'écouter, en fait. Ouais. Et du coup, un jour, je sais pas, ça m'est arrivé comme ça, je me suis dit, bon, Anne, de toute façon, tu as fait ta vidéo, tu as raconté ton histoire, donc ça peut aider quelqu'un, donc poste-la. Et du coup, je l'ai posté et c'est parti comme ça. Mais à côté de ça, ma famille n'était pas pour, parce que j'étais toujours en dépression et j'étais toujours fragile. Donc, toutes les remarques que j'aurais pu avoir, ça aurait pu me faire sombrer encore plus, mais pas du tout, en fait. Ça m'a permis de me battre encore plus et de montrer aux gens qui ne savent pas de quoi ils parlent que c'est une vraie maladie. Et toutes les remarques que j'ai eues, parce que j'en ai eu, je ne peux pas dire que j'ai pas eu de remarques, etc. Aujourd'hui, la plupart des gens, soit ils sont passés par là, ou soit ils m'ont dit merci parce qu'un de leurs proches est passé par là. Mais c'est ça. J'ai pu les aider. C'est ça, mais tu vois, le truc, c'est, je pense que, alors, il y a deux écoles sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Tu as l'école des gens qui vont faire comme moi, qui, au début, vont se dire, c'est pas pour moi et qui vont partir. Tout à fait. Ceux qui vont se dire, c'est pas pour moi, mais qui vont quand même commenter et mettre des choses négatives parce que, on est dans un monde où on vend beaucoup de rêves. Je me dis, je sais pas comment toi, tu as vécu ça, parce que tu dis ça t'a forgé, mais au début, parce que t'étais encore malade, comment tu arrives à gérer les premiers aspects négatifs des réseaux sociaux? Tu sais, ça m'a jamais fait mal, en fait. C'est vrai? La première chose négative que j'ai eue, j'étais même pas encore sur les réseaux, je l'ai eue quand je suis rentrée en clinique, et je l'ai eue de certaines personnes qui étaient dans mon entourage, enfin, entourage plus lointain, qui me disaient que j'étais folle parce que j'allais aller en clinique, etc. Donc, il fallait que j'aille me faire soigner, etc. Et ça, je m'en souviendrai toujours. Mais dans ma tête, je me suis dit, mais est-ce que, Anne, tu vas laisser une personne te détruire et dire que tu es folle? J'ai dit non, moi, je vais m'en sortir, je vais guérir. Ce ne sera pas pour cette personne, mais je vais montrer quand même à cette personne que j'étais malade et que j'ai guéri et qu'aujourd'hui, je suis heureuse. Tu vois, c'est ça, en fait. C'est que je sais prendre les critiques comme force, en fait. Alors, je ne dis pas que ça me fait pas mal sur le coup. Bien sûr que quand tu te reçois une remarque, je ne sais pas, moi, tu fais que te plaindre, etc., c'est chiant. Mais en fait, dans ta tête, après, tu te dis que la personne qui écrit, elle ne sait pas ce que je traverse. Donc, si aujourd'hui, j'ai envie de me plaindre, je me plains, en fait. Elle n'a qu'à pas lire. Mais je pense que c'est vraiment important ce que tu fais parce que, comme je le disais à l'instant, on vend du rêve sur les réseaux sociaux. Et moi aussi, je vends du rêve. Mes photos sont retouchées, elles sont filtrées avec un filtre. Je choisis les thèmes que j'ai envie d'aborder. Je parle rarement de choses négatives. Alors, j'en parle, mais rarement. Donc, voilà, même moi, je suis dans ce processus où je vends du rêve. Et c'est vrai que quand on voit des personnes qui disent « Ouais, mais la vie, c'est pas que ça », je me dis que c'est important. C'est important parce qu'on a tendance à l'oublier et justement à avoir des gens qui vont faire des remarques « Ouais, mais t'arrêtes pas de te plaindre ». Oui, mais dans la vie, des fois, on se plaint. Des fois, on se plaint, des fois, on est malade, des fois, on vit des choses très, très dures, des fois, on pleure. Et j'ai l'impression que si t'es pas bien, si tu pleures, si tu dis que ça va pas, tout de suite, c'est pas cool. Et des fois, ça m'arrive de dire mauvaise journée ou des trucs comme ça. Et t'as des gens qui vont d'emblée me dire non, mais t'inquiète pas, ça va passer. Tu sais, comme s'il fallait pas être mal. Et ce que tu fais, c'est pour ça qu'au début, je disais que c'était vraiment important parce que si on a le droit d'être mal, on a le droit et il faut réussir à en parler, à mettre des mots dessus et à se faire aider si jamais c'est beaucoup plus important. Tout à fait, oui. Est-ce que tu penses que justement, le monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire à vouloir plus de followers, à vouloir plus d'argent, des fois à s'oublier pour le travail, à faire des journées de dingue, à oublier des fois sa famille parce que justement on travaille trop ou voilà, peu importe. Je pense que c'est un monde qui
accentue le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes en dépression, où finalement il y avait autant de personnes avant et c'est juste qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on en parle plus? Non, là, on arrive dans une sphère qui va être très compliquée, que ce soit pour nous ou pour nos enfants, etc. Parce que le monde, pour les gens, si c'est pas parfait, ça va pas, en fait. Et ça va pas. On le voit avec les burn-out, on le voit avec la dépression postpartum, etc. Parce qu'on a une tendance à se comparer aux autres, et avec les réseaux, la télé ou autres, c'est encore pire, en fait. On n'apprend pas à apprécier notre vie aujourd'hui. On se compare aux autres qui ont plus que nous, mais on ne sait pas en fait ce qu'ils ont réellement, ce qu'ils ont traversé, on ne sait pas. On se compare à des images où ils vont montrer le meilleur de nous-mêmes. Mais même moi, je suis capable de le faire, sauf que je le fais pas parce que j'estime que c'est pas ça la vie en fait. Bien sûr que si j'affichais que des belles photos, ou je sais pas, où je voyage, ou plein de choses, j'aurais 10 000 fois plus de followers, mais c'est pas ça que je veux faire refléter. Et je pense que les gens, il faut qu'ils comprennent qu'il faut vivre pour soi. Faut arrêter de se comparer, parce que plus on se compare, plus on se crée des complexes. Et plus on se crée des complexes, plus on se crée des malaises. Et ça, c'est pas bon. Donc vraiment, aujourd'hui, il faut arriver à prendre le dessus sur tout ce que la société nous fait voir ou nous fait vivre. Il faut se créer notre propre vie. Alors, je ne dis pas qu'il faut arrêter de suivre, par exemple, les gens de la télé-réalité qui nous font croire que... non, on peut suivre, mais il faut arrêter de se comparer. Ouais. Parce que ça, c'est la première chose qui va te détruire, en fait. Moi, la première, je me suis énormément comparée aux gens. Par exemple, pour perdre du poids, j'en perdais pas parce que j'étais tellement focalisée sur les gens et les regarder et me dire que de toute façon j'allais faire de la chirurgie esthétique, parce que si j'arrive pas à mon poids et à avoir des fesses comme je sais pas moi, un tel et un tel, c'est mort. C'est pas ça en fait la vie. Tu as ton corps, tu as ta vie, tu as ton mental, il faut que tu construises avec ça. Tu es une très belle personne, mais il faut que tu apprennes à te connaître et à t'aimer. Et de là, tu auras la plus belle vie du monde, en fait. Alors, bien sûr qu'il y aura des trucs qui vont t'arriver, des trucs moins bons que d'autres, des trucs qui vont te faire mal, mais tu sauras les gérer. Et c'est ça, la vie, en fait. Ouais, c'est clair, c'est qu'on oublie notre valeur, en fait. On oublie notre valeur aux dépens de la valeur des autres. Et on en finit à imaginer que notre valeur dépend des autres. Et c'est ça qui est dingue. C'est ça, c'est aimer pour tout, hein. Tu verras que pour tout, que ce soit, alors certains diront non, mais que ce soit en amitié, on attend toujours des gens, que ce soit en amour, on attend toujours des autres, que ce soit au niveau familial, on attend toujours un soutien, quand on est sur les réseaux, qu'on a un business, on attend toujours un soutien de son entourage, et c'est pour tout, en fait. Ouais. Mais c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Tu dois t'apporter ta propre satisfaction, ta propre valeur. Alors bien sûr que tu seras contente si demain on te soutient, mais ça doit pas te plomber et casser ton business, en fait. C'est pas possible. C'est clair. Et tu vois, je me rappelle, c'était... Bon, alors j'ai refait tout mon Instagram, mais avant que j'enlève toutes mes anciennes photos, je me rappelle, pendant un moment, je ne sais pas pourquoi, alors je travaillais beaucoup. C'était l'année dernière, je volais beaucoup comme je suis hôtesse de l'air. Et le truc, c'est qu'à une période... Alors, forcément, comme je parle aussi de mon métier, donc je postais des photos des endroits où j'étais, et je recevais énormément de messages en DM en me disant « Oh, t'as trop de la chance, c'est trop bien, j'aimerais trop être hôtesse de l'air, tout ça. » Et en fait, le truc, c'est que à un moment, je me suis dit « Mais les gens ne réalisent même pas à quel point je suis fatiguée. » Et j'étais épuisée parce que, par exemple, sur un mois, j'étais chez moi une semaine. Sur 30 jours. Et les gens ne réalisent pas ça. C'est-à-dire que mon chéri, il me voit une semaine maxi parce que je suis dans un avion. Et le truc, c'est que je travaille. Donc, c'est même pas pour dire que je vais profiter quand je suis en escale. Parce que quand je suis en escale, je vole tellement que je suis fatiguée. Donc, je suis dans une chambre d'hôtel. Et c'est vrai que, tu vois, à cette période-là, j'allais aux Antilles, j'allais à Punta Cana. Je n'ai jamais les pieds dans l'eau parce que j'étais fatiguée, que j'arrivais pas à profiter du cadre où j'étais parce que je me reposais. J'essayais de me reposer mal, sauf que les gens se projettent tellement dans un truc fantasmé qu'ils voient pas que, oui, j'ai posté une photo de la plage, mais sans se dire, ah ouais, mais elle a posté la photo de la plage, mais derrière, la nuit d'avant, elle a pas dormi parce qu'elle était tellement fatiguée que son corps, il est déréglé avec le décalage horaire, qu'elle a même pas mis un pied dans la mer là, où elle vient de faire la photo. Tu vois, des trucs comme ça. C'est vrai que j'avais fait un post en disant, je suis épuisée. Et j'avais expliqué, et il y avait des gens qui m'avaient dit ah bah ouais, tu vois, je voyais pas les choses comme ça.
Et c'est vrai qu'on se projette dans la vie des gens sans se dire que eux aussi vivent des trucs durs, des fois dramatiques, et ça on l'oublie. Tout à fait. Comment on fait? Alors, je sais que voilà, t'es pas médecin, mais comme toi, t'es passé par là et qu'aujourd'hui, tu vas mieux. À ton avis, comment on fait pour ne pas sombrer? Il faut parler. C'est la seule chose qui va t'empêcher de sombrer. Ouais. La communication, parler, retirer toute la peine et la douleur que tu as. Si on peut faire une activité physique, c'est-à-dire sortir toute la haine qui est en soi, mais parler, c'est la seule chose. De toute façon, si on ne parle pas, on ne guérit pas et on sombrera de toute façon, dans tous les cas. Est-ce que aujourd'hui, tu es heureuse? Je suis heureuse. Alors ça, 1000 fois, mais tu vois, j'ai toujours des trucs que j'ai pas réglés. D'accord. Donc je ne suis pas au max du max. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui se sont produites, des choses, par exemple, par rapport à l'amitié, etc., où je me freine énormément. Et donc du coup, j'ai une douleur encore en moi. Et je le sais, c'est quelque chose que je dois régler, que j'essaye de régler petit à petit. Mais voilà, ça me freine. Donc je suis pas épanouie au max du max, mais je suis épanouie et heureuse. Mais quand j'aurai réglé ça, je pense que je serai au max du max. Mais c'est déjà bien que tu saches que voilà, le problème est là, vient de là. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Et je pense que c'est justement, comme tu disais, le fait d'avoir eu tout ce processus avec des professionnels qui t'ont aidé, d'avoir parlé, qui fait qu'aujourd'hui, comme tu nous l'as dit, t'arrives à gérer justement quand ça va pas ou à mettre des mots sur ce qui ne va pas, mais parce que justement tu l'as travaillé. Tout à fait. C'est-à-dire que si j'aurais pas fait tout ça, je pense que là, à l'heure actuelle, je ne serais pas dans l'état que je suis et dans le mood que je suis, en fait. Je pense que je serais beaucoup plus mal. Mais là, je sais que je vais y arriver. Ça va prendre du temps s'il le faut. Je vais réussir à sortir toute ma douleur. Mais je me mets pas de pression, en fait. Ça sortira quand ça sortira. J'apprends à gérer ma peine, j'apprends à gérer mes émotions, etc. Parce que j'ai étudié tout ça, en fait. Parce que j'ai eu le psychologue qui m'a dit comment faire. Sinon, j'aurais pas pu. Ouais. C'est, tu vois, ça fait déjà presque 1 heure là. Ça fait 1 heure là. Ouais, ça passe vite. Ça passe vite, mais c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'en plus, tu te livres vraiment. On sent que tu te livres à cœur ouvert et c'est vraiment bien. Alors volontairement, et je le dis pour les personnes qui nous écoutent et voilà, je sais qu'il y a des personnes curieuses. Et volontairement, je ne t'ai pas demandé pourquoi tu étais malade parce que ça c'est de la sphère privée et que c'est pas le but. Ce n'est pas le but du podcast. Le but du podcast c'est vraiment de dire que voilà, tu as vécu ça et comment tu l'as vécu et comment tu as réussi à t'en sortir. Donc voilà, les gens qui nous écoutent, ne me dites pas oui, mais on ne sait pas ce qu'elle avait. Ouais. Dis-moi. Non, après je l'aurais pas dit parce que je veux qu'on comprenne que être en dépression, ça peut arriver à tout le monde. Donc c'est pas parce qu'il m'est arrivé un truc de grave que je suis tombée en dépression. C'est parce que j'ai pas su gérer mes émotions et je les ai trop gardées pour moi et qu'à un moment mon corps il m'a dit stop en fait. Et c'est la dépression qui est sortie. J'aurais pu avoir autre chose, je ne sais pas. Moi, ça aurait pu me faire une autre maladie. Mais là, c'est la dépression qui est sortie. En fait, c'est toute l'accumulation des choses. Et c'est ça, la dépression. Et c'est pour ça que ça peut arriver à tout le monde, à tout âge, en fait. Il faut le savoir. Ça peut arriver aussi bien à un nourrisson qu'à un adolescent, un adulte, une petite mamie. Voilà, ça peut arriver à tout le monde. Peu importe la vie que la personne a, c'est parce que je tiens à le préciser, parce que généralement, on se dit qu'une personne qui a tout ce qu'elle veut dans sa vie, etc., tout va bien, ne peut pas tomber en dépression. Ça n'a strictement rien à voir, en fait. Il faut savoir, voilà. Ouais. Malheureusement et heureusement, tu me diras, la maladie ne choisit pas en fonction du niveau socio-économique. Voilà, tout le monde est logé à la même enseigne et s'il y a bien quelque chose où on est vraiment tous égaux, c'est la maladie. Tout à fait. Si on ne devait retenir qu'une chose de ton expérience, de toi ou quelque chose que tu penses que les gens devraient vraiment garder en tête pour terminer cet épisode, qu'est-ce que ce serait? Dis-moi. Alors, je leur dirais que ce serait
ma guérison, mais pas que. Il faut qu'ils comprennent qu'une dépression, c'est pas quelque chose qui doit devenir ton ennemi. Moi, j'ai guéri quand j'ai compris que c'était mon amie, qu'elle était là pour m'apprendre quelque chose, pour me changer. Et ça, c'est vraiment important. Dès l'instant où les personnes, elles vont comprendre que la dépression, c'est pas leur ennemi, qu'il faut qu'elles arrêtent de se battre contre elle parce qu'elles perdent énormément d'énergie et c'est ce qui les affaiblit et qu'elles reçoivent tout ce que la dépression apporte, c'est-à-dire que ça soit négatif ou autre. Il faut qu'elles comprennent ça et apprennent de la dépression et que ça va les changer totalement et que la vie, elles la verront beaucoup plus belle. C'est ce qu'il faut qu'elles retiennent. Et après, retenir de moi que je suis encore une personne comme toutes les personnes. Je suis humaine. Si j'ai guéri, c'est pas parce que j'ai eu plus que les autres. Non, c'est parce que j'ai eu la force que tout le monde a aujourd'hui. Sauf que j'ai été la chercher. J'ai été me mettre contre moi, en fait, me battre contre moi. J'ai été la chercher au plus profond des tripes et je me suis battue, en fait. Et de là, j'ai guéri. Et je pense que ça, c'est à la portée de tout le monde et je le sais, en fait. C'est pour ça que je fais tout ça sur les réseaux. En tout cas, merci du fond du cœur d'avoir passé ce moment avec nous. Je t'en prie. Je t'en prie, c'est avec plaisir. Si jamais vous qui nous écoutez avez besoin d'avoir quelqu'un qui vous ressemble et qui a vécu ce que vous vivez, si jamais vous êtes en dépression, n'hésitez vraiment pas à aller voir ce que fait Loane sur les réseaux sociaux. De toute façon, je mettrai le lien de ses réseaux dans le feed. Mais vraiment, c'est important ce qu'elle fait et c'est d'utilité publique, vraiment. Donc voilà. Donc merci du fond du cœur. Moi, je continue. Je t'en prie, c'est avec plaisir. Et je vous fais de très très gros bisous. Pour vous qui nous écoutez, retrouvez ma pause café avec Tia tous les mardis sur iTunes, Spotify et aussi sur Instagram. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous.